Chyna, membre du WWE Hall of Fame, est une catcheuse dont le succès n'a pas duré assez longtemps. Pourtant, elle a réussi à accumuler une liste impressionnante de partenaires romantiques dans le milieu en très peu de temps. Une liste si longue que vous avez peut-être oublié qu'elle est sortie avec certains de ses titres. $1.99, Mark. Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue tous les catcheurs de la WWE qui sont sortis avec Chyna. Et vous n'en croirez pas vos yeux quand vous verrez qui est le dernier. Trish Stratus au début des années 2000, Becky Lynch et Charlotte Flair à la fin des années 2000 et dans les années 2010, Sasha Banks et Bayley en 2020. Il ne fait aucun doute que les femmes de la WWE ont connu des sommets assez incroyables, mais aucune de ces époques n'est comparable à celle que Chyna a connue à la fin des années 90. Tout comme la grande dynastie chinoise Tang il y a 2 millénaires, Chyna est arrivée dans le milieu et l'a complètement conquis. Sur le ring, elle était sans aucun doute la meilleure et la plus passionnante des catcheuses du milieu. En dehors du ring, elle était l'un des sex symboles les plus recherchés de l'industrie du divertissement et de la pop. Ses talents sur le ring faisaient toujours vibrer les foules et son physique époustouflant faisait d'elle la femme rêvée de tous les fans de catch. La seule chose plus fascinante que l'apparence de Chyna à l'époque était son histoire. Née Joanne Marie Laurer à New York 4 jours avant le jour de l'an 1970, Chyna a eu une enfance très traumatisante. Ses parents ont divorcé alors qu'elle n'avait que 4 ans. Son père biologique était un alcoolique invétéré qui a un jour poignardé sa mère avec un couteau de boucher, tandis que l'un de ses 3 beaux-pères a menacé de se suicider devant elle. Elle et sa mère n'ont jamais vraiment eu de foyer pendant la majeure partie de son enfance, car elles ont déménagé d'une petite ville à l'autre. Lorsqu'elles se sont enfin installées, la jeune Laurer a été victime d'abus sexuels de la part de son professeur de 5e. Elle a fini par quitter le foyer de sa mère pour aller vivre avec son père biologique à l'âge de 16 ans, puis a terminé sa dernière année de lycée en Espagne. Au cours de ces années de lycée, Chyna s'est intéressée au culturisme et a commencé à s'entraîner dans la salle de sport locale. Elle est devenue tellement obsédée par le sport qu'elle a développé des muscles abdominaux si puissants qu'elle n'a ressenti aucune douleur lorsqu'elle a développé une tumeur ovarienne. Elle a ensuite poursuivi ses études à l'université de Tampa où elle a étudié l'espagnol, le français et l'allemand, espérant initialement mettre à profit ses connaissances en langues étrangères pour travailler au Federal Bureau of Investigation ou à la Drug Enforcement Administration. Chyna a dû se contenter de rejoindre le Peace Corps. Ce travail l'a amenée à être affectée au Guatemala pendant quelques temps. Et c'est à son retour aux États-Unis que son parcours dans le catch professionnel a commencé. Laurer a commencé à participer à de nombreuses compétitions de fitness après avoir quitté le Peace Corps. Mais voilà le problème. Nous étions au début des années 90 et la définition de la forme physique pour les commentateurs des concours de fitness féminins était beaucoup plus biaisée qu'aujourd'hui. À chaque fois, Chyna terminait dernière parce qu'elle était considérée comme trop corpulente par rapport aux autres femmes. Elle a donc décidé de faire d'autres boulots pour joindre les deux bouts. En quelques années, elle a été serveuse dans un club de striptease, chanteuse dans un groupe, opératrice téléphonique pour un service de chat payant, danseuse du ventre, vendeuse et a même suivi une formation pour devenir hôtesse de l'air. On peut dire que Chyna était vraiment une femme très occupée avant la WWE. Il lui a fallu un certain temps, mais Chyna a finalement trouvé sa vocation et a commencé à s'entraîner comme catcheuse à l'école de Wladek Killer Kowalski dans le Massachusetts. Son entraînement a commencé en 1995 et l'a amené à rencontrer Triple H, qui en était à ses débuts dans la WWE, et Shawn Michaels, qui venait de remporter le Royal Rumble et était en train de devenir l'un des personnages solos les plus populaires du milieu. Un an plus tard, Chyna et Triple H ont commencé à se fréquenter et, un an après, Paul Levesque et Michaels ont présenté Chyna à Vince McMahon. Anecdote amusante. Le président a d'abord hésité à la signer car elle ne correspondait pas au profil des catcheuses minces et mannequins de la société à l'époque. Cependant, il a suffi que ses rivaux, la WCW, tentent de la débaucher pour convaincre McMahon de signer Chyna. Elle a donc rejoint la WWE en 1997 et le reste appartient à la légende du catch professionnel
professionnelle. Victoire au Royal Rumble de Houston en 1999, 2 titres de championne intercontinentale et un titre de championne féminine, devenant ainsi la première femme à participer au Royal Rumble et au tournoi King of the Ring, le tout en un peu plus de 3 ans. La carrière de Chyna à la WWE a été courte, mais emblématique. Mais si beaucoup racontent l'histoire de son passage chez les McMahon, la plupart ignorent que Chyna avait eu sa première relation avec un catcheur professionnel avant même de signer son contrat. En effet, en 1996, à peine un an après leur rencontre, Triple H et Chyna ont commencé à se fréquenter. Au début de leur relation, le couple a gardé leur relation secrète. En effet, aucun d'eux ne voulait que leurs collègues ou même les médias suggèrent qu'elle avait couché pour arriver au sommet. Ainsi, pendant les 2 premières années de leur relation, Chyna et Triple H venaient travailler et faisaient semblant d'être simplement amis. Ils vaquaient à leurs occupations comme d'habitude, afin que personne ne remarque rien, et ne se voyaient qu'en dehors des heures de travail. On dirait une scène tirée d'une comédie romantique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ils ont fini par révéler leur secret quelque temps plus tard, et, contrairement à ce qu'ils pensaient, aucune rumeur n'a couru sur Chyna et son ascension grâce à ces relations. En fait, les médias étaient en admiration totale devant le couple, qui est devenu l'un des premiers couples puissants du monde moderne du catch professionnel. Pendant des jours, les gros titres de tous les médias consacrés au catch ont fait état de Levesque et l'horaire, Triple H et Chyna, et cela semblait tout à fait logique, compte tenu des excellents résultats obtenus par les 2 catcheurs à l'époque. Chyna était au sommet de sa carrière en tant que membre laconique du groupe D-Generation X, fondé par Shawn Michaels, Triple H et Ravishing Rick Rude. Triple H venait de créer son nom de scène emblématique, était en conflit avec la célèbre famille Hart et venait de remporter son 2e championnat d'Europe, qu'il avait défendu à WrestleMania 14 avec l'aide de Chyna. Tous deux étaient très en vogue dans le milieu et auraient pu vivre un véritable conte de fées. Mais l'équipe créative de la WWE a décidé de perturber cette dynamique avec des scénarios qui allaient finalement mener à la rupture du couple puissant. Le premier de ces scénarios a débuté fin 1998, alors que Chyna était encore membre de la D-Generation X. Un scénario a été lancé dans lequel elle était impliquée avec un membre du clan rival Nation of Domination, Mark Henry. Leur relation à l'écran a commencé de manière plutôt déplaisante, Henry harcelant sexuellement Chyna et la forçant à sortir avec lui, mais elle s'est ensuite transformée en une véritable relation. L'intrigue s'est finalement conclue au début de l'année 1999, lorsqu'il a été révélé que toute cette relation n'était qu'une ruse pour humilier Henry. Mais les scénaristes ne s'arrêtèrent pas là. Nah, au contraire, le scénario suivant impliquant Chyna et Triple H arriva fin 1999, mettant ce dernier en couple avec Stephanie McMahon. Le scénario débuta avec Levesque kidnappant et forçant Stephanie à l'épouser à Armageddon en décembre, dans le cadre de sa rivalité avec son père, Vince McMahon. Au cours des mois suivants, l'intrigue est devenue l'une des préférées des fans, et l'équipe créative a donc décidé qu'il serait judicieux de la prolonger pendant 1 an et demi. À un moment donné, Triple H et Stephanie ont décidé de transposer leur romance à l'écran dans la vie réelle. Selon les 2 parties, ils étaient tombés amoureux en passant tout leur temps ensemble en coulisses et sur le ring, et ils ont donc décidé de tenter leur chance. Tout le monde adore les histoires d'amour qui passent de la télévision à la réalité, surtout lorsqu'il s'agit de 2 des noms les plus populaires du milieu. Mais voici le problème. Triple H et Chyna étaient toujours ensemble pendant tout ce temps. En fait, ils avaient emménagé ensemble, ce qui signifie que Paul Levesque trompait sa collègue et partenaire avec la fille de son patron, qui travaillait également dans la même entreprise. D'accord, vu sous cet angle, cela semble très compliqué. Et cela s'est effectivement compliqué lorsque, en 2001, Chyna a découvert la relation entre Triple H et Stephanie. Elle fouillait dans les affaires de Levesque chez eux lorsqu'elle a trouvé des lettres d'amour écrites à The Game par la Billion Dollar Princess. Après avoir découvert ces lettres déchirantes, Chyna a espéré récupérer son homme en impliquant Vince McMahon. Mais à sa grande déception, le président a, sans surprise, choisi de se ranger du côté de sa fille, ignorant la déloyauté de Triple H envers sa compagne. Au cours des semaines qui ont suivi, d'autres employés de la WWE auraient choisi le couple rebelle et Chyna est rapidement devenue l'ennemi public numéro 1 au sein et autour de l'entreprise. Les choses ont empiré lorsque la 9e merveille du monde a décidé d'appeler Stephanie McMahon à part pour discuter du problème. Elle espérait probablement que Stephanie se
se retire de la vie de son homme, mais à sa grande surprise, la fille du président n'a montré absolument aucun remords. Elle aurait dit à Shaina « Eh bien, je l'aime, c'est mon homme, je suis désolé si tu te sens comme ça. » Et à partir de là, tout a dégénéré. Selon des informations internes, la réponse de Stephanie a déclenché une dispute avec Shaina, qui a fini par menacer d'étrangler la fille de son patron. Heureusement, Vince McMahon est intervenu juste à temps pour désamorcer la situation, mais cela ne s'est pas arrêté là, loin de là. Au contraire, au cours des mois suivants, Shaina a commencé à sombrer dans une spirale très sombre, cherchant des moyens de récupérer son homme. Tous ses efforts ont été vains et ont finalement conduit à son licenciement. Selon la 9e merveille du monde, le PDG de la WWE, Vince McMahon, lui avait promis d'entamer des négociations pour renouveler son contrat qui arrivait à expiration. Elle a donc passé des semaines à attendre la notification du début des négociations, mais lorsqu'elle a finalement reçu un fax, c'était pour l'informer que ses services n'étaient plus nécessaires. Au fil des ans, d'autres rapports ont affirmé que le départ de Shaina de la société était davantage lié au fait qu'elle exigeait des sommes exorbitantes pour son nouveau contrat qu'à toute autre chose. Le plus crédible de ces rapports, provenant de sa sœur, affirmait que l'horaire s'était vu proposer un nouveau contrat en 2001 avec un salaire minimum de 400 000 $ par an, mais qu'elle avait refusé de signer et exigé un salaire de base d'1 million de dollars. La vérité à ce sujet ne sera peut-être jamais révélée, mais une chose est sûre, la relation entre Triple H et Shaina a pris fin bien avant son départ de la société en 2001. Il est assez facile de conclure que leur relation a pris fin à cause de Stephanie McMahon, mais la sœur de l'horaire, Kathy Hamilton, a d'autres explications. Comme elle l'a révélé dans une interview accordée à Bleacher Report, la relation entre Shaina et Triple H a pris fin lorsqu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur leurs projets familiaux, notamment le fait d'avoir des enfants, et sur la santé mentale instable de l'horaire. Souvent, lorsque l'on aborde le sujet de la relation entre Triple H et Shaina, on la présente comme une histoire où la femme a été lésée. Si cela est vrai à bien des égards, beaucoup de gens ignorent que Shaina avait déjà traité quelqu'un d'autre de la même manière que Stephanie McMahon l'avait traité avant même de rencontrer The Game. Et devinez quoi? La personne en question était également son collègue. Il s'appelait Jerry Blais. Ce nom ne vous dit probablement rien, et c'est normal, étant donné que Blais n'a jamais signé de contrat officiel avec la WWE. Cependant, ce célèbre culturiste et entraîneur de gym a joué un rôle essentiel dans la renommée de Shaina. Pourtant, rares sont ceux qui prennent le temps de parler de lui. Lorsque Jerry et Shaina se sont rencontrés en 1994, c'était dans le cadre d'un arrangement professionnel, mais il était très prévisible qu'ils finiraient par se mettre en couple. Pourquoi? Principalement en raison de leurs expériences communes. Comme Joanne Marie Lorer, Jerry Blais a eu une enfance très difficile. Il a été victime d'intimidation pendant presque toute sa scolarité au lycée et a souvent été exploité par ses camarades. Alors qu'il était encore adolescent, Blais en a eu assez d'être harcelé et a décidé de se défendre en s'inscrivant dans une salle de sport et en se musclant. Il s'est donc mis à la musculation et est progressivement devenu accro à ce mode de vie. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, le jeune Jerry a pris la décision obstinée de s'engager dans le corps des Marines des États-Unis. Pendant son service, il a continué à se muscler et a commencé à participer à des compétitions de culturisme et d'haltérophilie. Il a également commencé à aider ses collègues et d'autres membres de l'armée à se mettre en forme. Après quelques années de service, Blais a décidé de quitter le corps des Marines pour se consacrer entièrement à une carrière de coach sportif. C'est à cette époque qu'il a rencontré Shaina, qui était alors entre deux emplois, mais qui souhaitait continuer à se muscler. Après avoir quitté la Floride pour aller vivre avec sa sœur Kathy à Londonderry, dans le New Hampshire, Shaina a rencontré Blais dans une salle de sport appelée le Workout Club. Il est devenu son entraîneur personnel et l'a aidé à développer le physique unique qui l'a fait se démarquer tout au long de sa carrière de catcheuse. Les deux ont commencé à se fréquenter longtemps après leur rencontre, mais leur relation n'a jamais interféré avec les routines d'entraînement de Shaina. Au contraire, le fait d'être ensemble tout le temps les a rendus encore plus disciplinés et lui a permis de consacrer plus de temps à son entraînement physique. Pendant de nombreux mois, entre 1944 et 1996, Blais la réveillait à 4h30 du matin, 6 jours par semaine, et la conduisait à la salle de sport. Il veillait à ce qu'après ses séances d'entraînement matinales, Shaina suive des cours de boxe et, le soir, porte un sac à dos de 36 kilos tout en marchant sur le stepper. Blais a également encouragé Shaina à améliorer son alimentation en ne consommant que du poisson, du poulet et des vitamines, et en ne lui accordant qu'un seul jour de repos par semaine. C'est pendant
pendant cette période que Chyna a été découverte par les superstars de la WWE lorsqu'elle a assisté à un spectacle avec sa sœur. Son physique remarquable a d'abord attiré l'attention du regretté Killer Kowalski, membre du Hall of Fame de la WWE, qui l'a inscrite dans son école de catch et l'a ensuite présentée à Shawn Michaels et Triple H. En gros, la carrière de Chyna a commencé grâce à Jerry Blais, qui l'a prise sous son aile et l'a entraînée pour en faire la femme musclée et remarquable dont on se souvient. Mais voici le rebondissement. Quelques mois seulement après avoir rencontré Triple H et s'être lentement intégrée à la WWE, Chyna a rompu avec Blais et s'est mise en couple avec Triple H. Si seulement elle avait su comment cela allait se terminer quelques années plus tard. Passons maintenant à notre liste des catcheurs de la WWE qui sont sortis avec Chyna, avec peut-être le plus tristement célèbre et controversé de ses partenaires, Sean Waltman, ou, comme les enfants des années 90 s'en souviennent peut-être, X-Pac. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, Waltman était l'un des nombreux catcheurs de la WWE dans les années 90, qui avaient le potentiel de devenir des légendes, mais qui n'ont jamais vraiment atteint leur apogée. Tout comme Chyna, Waltman a connu une enfance difficile, élevé par une mère célibataire à Minneapolis. Selon ses propres mots, il a été sans surveillance dès l'âge de 5 ans et a été victime d'abus sexuels pendant son enfance. Cependant, contrairement à la plupart de ses futurs collègues qui ont suivi un long parcours pour devenir catcheur professionnel, Waltman a toujours su qu'il voulait finir sur le ring depuis qu'il était enfant. En troisième, il a rejoint l'équipe de catch de son école et, après avoir abandonné le lycée, il a commencé à travailler gratuitement dans de nombreuses promotions de catch locales. Il effectuait également d'autres tâches autour du ring, comme l'installation et le nettoyage, juste pour avoir une chance de monter lui-même sur le ring. Après des années d'entraînement auprès de Boris Malenko, Joe Malenko, Masami Soronaka et Karl Gotch, il a gravi les échelons dans des promotions au Minnesota, au Texas, dans toute l'Amérique du Nord et finalement au Japon. En 1992, alors qu'il travaillait pour la WWE promotion de Larry Sharp et Dennis Coralluzzo, Waltman a subi une terrible blessure à la tête qui l'a laissé inconscient pendant 3 jours et l'a empêché de monter sur le ring pendant 4 mois. On lui a même conseillé d'abandonner complètement la catch, mais il a ignoré les avertissements du médecin et peu après, sa ténacité a porté ses fruits. Waltman a signé avec la WWE en 1993, initialement en tant que jobber, mais il a ensuite prouvé sa valeur sous le nom de 1-2-3 Kid. Il a remporté 2 fois le championnat par équipe de la WWF et est devenu membre du clique aux côtés de Kevin Nash et Scott Hall. Le trio a quitté la WWE pour rejoindre la promotion rivale WCW en 1996, mais Waltman est revenu en 1998. Cette fois-ci, il a changé de nom pour devenir X-Pac, membre de la D-Generation X, et c'est pendant cette période qu'il a connu le plus de succès. Il a remporté 2 titres de champion d'Europe, un titre de champion poids lourd léger, 2 autres titres de champion par équipe et a joué de nombreux rôles importants dans les scénarios de l'ère Attitude. Pendant tout ce temps, il avait rencontré Chyna, qui était également membre de DX à l'époque, mais les deux entretenaient une relation cordiale. Ce n'est qu'en 2003, après que tous deux aient été licenciés par Vince McMahon, que leur relation s'est transformée en une histoire d'amour. Mais leur histoire n'a jamais été un conte de fées. Au contraire, il s'agissait de 2 personnes traversant les phases les plus sombres de leur vie qui se sont rapprochées et n'ont fait qu'empirer les choses l'une pour l'autre. Bien que cela soit rarement évoqué, la principale raison du licenciement de Waltman de la WWE en 2002 était sa dépendance à la drogue et à d'autres substances. Chyna avait également été confrontée à des problèmes similaires avant de quitter la WWE, donc lorsque les deux se sont mis en couple, cela ne pouvait que mal tourner. Pendant leur relation, alors que Chyna travaillait pour la New Japan Pro Wrestling, Waltman était en quelque sorte son fournisseur de méthamphétamine et d'autres substances. Ils travaillaient sous l'emprise de la drogue à plusieurs reprises et se disputaient avec leurs collègues en raison de leur comportement erratique. Cela a finalement conduit la NJPW à licencier Chyna en 2003. Le couple a poursuivi sa relation tumultueuse et s'est même fiancé une fois en 2003 avant de rompre, de se fiancer à nouveau en 2004, de rompre à nouveau et ainsi de suite. À un certain moment de leur relation, les choses ont dégénéré, avec de multiples signalements de violences domestiques par des voisins et des membres de la famille du couple. Mais malgré tout cela, ils sont restés ensemble. Le point culminant de leur relation désastreuse a été atteint en 2004, lorsque le couple a diffusé une sextape les mettant en scène, intitulée One
Night in China, elle montrait le couple en vacances en Chine en 2003, se livrant à diverses activités sexuelles. On ignore pourquoi ils ont diffusé cette vidéo, mais ils ont fait appel à la société qui avait diffusé la sextape de Paris Hilton pour la distribuer. Les images brutes ont donc été montées, diffusées et ont fini par se vendre à plus de 100 000 exemplaires. Le couple a partagé les bénéfices tirés de leur film pour adultes, bien que Shaina ait toujours nié avoir gagné de l'argent grâce à ce film. Après la sortie du film, Shaina s'est lancée dans une carrière d'actrice pornographique, tandis que Waltman a exprimé à plusieurs reprises ses regrets quant au rôle qu'il a joué dans la sortie du film. Quant à leur relation, elle s'est poursuivie jusqu'en 2005, mais a finalement pris fin lorsque Shaina a été arrêtée pour violence conjugale après avoir prétendument battu Waltman devant ses enfants et d'autres témoins. Waltman a finalement réussi à se désintoxiquer et a connu un succès considérable dans d'autres promotions, en particulier dans la TNA, où il est devenu champion de la division X de la TNA et a été membre du groupe The Band. Il a depuis été intronisé 2 fois au WWE Hall of Fame, respectivement en tant que membre de DX et de la NWO, et est actuellement sous contrat avec la société dans le cadre d'un contrat Legends. Malheureusement pour Shaina, elle n'a jamais eu la chance de renverser la situation. Selon les mots de sa sœur, la WWE était le seul endroit où elle était acceptée. Une fois qu'elle a perdu cela, elle est tombée dans un trou et elle n'a jamais pu en sortir. Après plusieurs échecs au sein de la NJPW et de la TNA, elle s'est lancée dans l'industrie pornographique. Et lorsque cela n'a pas fonctionné comme elle l'aurait souhaité, Shaina a continué à faire la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Une fois, c'était pour une accusation de violence domestique, une autre fois pour avoir tenté de se suicider en buvant et en se droguant, et une autre fois encore pour avoir sauté nue dans un aquarium en public. Ces problèmes ont continué pendant toute une décennie, s'aggravant au fil des ans jusqu'à ce qu'elle sombre dans une dépression clinique et qu'elle soit finalement retrouvée morte à son domicile de Redondo Beach, en Californie, à l'âge de 46 ans, en avril 2017. Sans surprise, l'autopsie a révélé que Shaina était morte d'une overdose. Aucun membre de sa famille n'était présent à ses funérailles. Seul son ex-petit ami Sean Waltman, qu'elle n'avait pas vu depuis 11 ans, son manager et ses 4 enfants, un prêtre engagé pour l'occasion et 2 membres de l'équipe chargée des réseaux sociaux de l'horaire qu'elle n'avait jamais rencontré, y ont assisté. Bien que la WWE l'ait intronisée à titre posthume au Hall of Fame et que Vince McMahon ait parlé avec émotion de son impact sur l'industrie du catch, les années sombres de la vie de Chyna ont éclipsé tout l'héritage qu'elle aurait pu laisser. C'était une femme qui avait le monde à ses pieds, mais ses difficultés personnelles et sa vie amoureuse compliquée ont empêché Chyna d'atteindre les sommets qu'elle aurait dû atteindre. C'est tout pour cette vidéo sur les catcheurs de la WWE qui sont sortis avec Shaina. Laquelle de ces relations trouvez-vous la plus controversée? Faites-nous part de votre avis dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.